L'otite moyenne aiguë reste une des premières causes de prescription d'antibiotiques chez l'enfant en France. L'indication et le choix des antibiotiques ont été modifiés ces dernières années par l'augmentation des résistances, par le développement de la vaccination anti-pneumococcique et par les études montrant que 80% des otites de l'enfant de plus de 2 ans guérissent spontanément. Les infections virales rhinopharyngées du nourrisson et du petit enfant atteignent toutes les muqueuses des voies respiratoires supérieures, de même que la muqueuse de l'oreille moyenne, d'où la présence très fréquente à l'otoscopie de tympans congestifs lors d'une rhinopharyngite ne nécessitant pas d'antibiothérapie. L'agression virale, par le biais de l'inflammation et de l'altération du mouvement mucociliaire, favorisant l'adhésion bactérienne, peut se compliquer d'une surinfection bactérienne, réalisant une otite moyenne aiguë purulente. Quelles sont les bactéries en cause? Hémophilus influenzae et pneumocoque rendent compte chacun de 30 à 40% des otites moyennes aiguës. 30% des hémophilus de l'otite produisent des bêta-lactamases résistants à la pénicilline A et aux céphalosporines de première génération. 20% sont résistants sans production de bêta-lactamases. Ce sont des souches sensibles à la pénicilline A à forte dose et aux céphalosporines de troisième génération. 3/4 des pneumocoques de l'otite sont de sensibilité diminuée à la pénicilline. Branamella catarrhalis est le 3e en fréquence. Streptococcus pyogène et Staphylococcus aureus jouent un rôle mineur. L'otoscopie est l'élément clé du diagnostic. Elle impose presque toujours un nettoyage du conduit auditif externe chez le nourrisson. Le nettoyage sous contrôle visuel au travers de l'otoscope est très efficace, mais le plus souvent, seules les petites anses spéciales, plastiques ou métalliques, permettent de le réaliser chez le nourrisson. On peut aussi utiliser les mini-cotons-tiges médicaux jetables plutôt que les porte-coton. Souvent, les praticiens doivent alterner l'otoscopie et le nettoyage. Au cabinet médical, dans ce cas, un miroir de Clar ou un bon éclairage peuvent aider. Le choix de l'otoscope est important. Il faut préférer ceux à fibre optique et lumière halogène avec un grossissement 3. L'otoscope pneumatique nécessite une bonne habitude et les spéculums sont plus chers, ce qui explique que peu de praticiens l'utilisent. Les spécialistes ORL sont maintenant tous équipés d'un microscope ou d'auto-endoscope dont le coût reste élevé pour un médecin généraliste ou un pédiatre et nécessitant une bonne immobilisation de l'enfant. L'otoscopie peut mettre en évidence une otite moyenne aiguë congestive avec tympan rouge, relief et triangle lumineux conservés, une otite moyenne aiguë purulente avec tympan épais, rouge ou blanchâtre et bombant de pus, disparition des reliefs et du triangle lumineux, une otite aiguë perforée où l'examen du tympan est rendu difficile par l'otorrhée purulente, mais le conduit auditif n'est pas sténosé et il est non douloureux contrairement à l'otite externe. Y a-t-il d'autres causes d'otalgie? L'otalgie peut exister dans les pharyngites et les angines. L'otalgie des otites externes est très intense, sans signes généraux, avec douleur dès qu'on mobilise le pavillon pour l'otoscopie et conduit sténosé par l'inflammation. Une otalgie peut aussi exister après un traumatisme ou en raison d'un corps étranger, mais le contexte permet bien sûr le diagnostic. Enfin, l'otalgie des otites flicténulaires est particulièrement intense. Classiquement attribuée à une origine virale, comme la grippe par exemple, les otites flicténulaires sont souvent associées à de vraies otites moyennes aiguës, comme sur cette photo, otites à traiter selon les règles habituelles avec traitement antalgique adapté. Quelles sont les indications et les modalités du traitement antibiotique? Elles ont été définies par les recommandations de l'AFSAPS en octobre 2005. En dehors d'un traitement particulier, comme l'immunodépression par exemple, le traitement antibiotique est indiqué seulement dans les otites moyennes aiguës purulentes ou perforées si l'enfant a moins de 2 ans, et s'il a plus de 2 ans, uniquement lorsqu'il est symptomatique, avec par exemple une otalgie et de la fièvre. La découverte d'une otite moyenne aiguë lors d'un examen systématique chez un enfant de plus de 2 ans ne justifie pas de traitement. La pénicilline A associée à l'acide clavulanique et les céphalosporines orales de 3e génération Péros, en évitant une C3G à spectre étroit, sont les antibiotiques recommandés en première intention. En cas de syndrome otite conjonctivite, plus en faveur d'un hémophilus influenzae, une C3G est recommandée.
En cas d'allergie croisée pénicilline-céphalosporine, ce qui est rare, une association fixe avec un macrolide peut être utilisée avec un risque d'échec important. Après 6 ans, une synergistine est recommandée. Une céphalosporine de 3e génération à demi-vie longue par voie parentérale intramusculaire à dose unique est d'indication exceptionnelle et doit être réservée aux nourrissons de moins de 30 mois lorsque la voie orale est impossible. La durée conseillée est de 8 à 10 jours avant 2 ans, 5 jours après 2 ans. Un contrôle du tympan en fin de traitement n'est indiqué qu'en cas d'otite récidivant de façon rapprochée et d'échec d'une antibiothérapie préalable. Quel traitement peut-on associer au traitement antibiotique? Les antalgiques et antipyrétiques sont toujours indiqués, avec parfois association de codéine si l'otalgie est intense. Les gouttes auriculaires n'ont aucun effet thérapeutique. Cependant, ces gouttes auriculaires antalgiques peuvent aider au contrôle de la douleur dans certaines otites congestives et les gouttes antibiotiques de la classe des fluoroquinolones, prescrites quelques jours dans les otites moyennes aiguës perforées, peuvent éviter que le pus n'obstrue le conduit et gêne la surveillance. La parasynthèse n'est indiquée que dans certaines formes hyperalgiques, avec tympan bombé, éventuellement dans les otites ficténulaires et aussi dans un but bactériologique chez le nourrisson de moins de 5 mois ou en cas d'échec thérapeutique. Que faire en cas d'échec thérapeutique? Lorsque la symptomatologie persiste ou s'aggrave après 48 heures, ou si elle réapparaît moins de 4 jours après l'arrêt du traitement, une parasynthèse avec prélèvement bactériologique est indiquée, ainsi qu'un changement d'antibiotique. On peut utiliser, devant l'échec d'un traitement probabiliste correctement pris par l'enfant, ou en cas de pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline, soit une pénicilline A, à la dose de 150 mg/kg en 3 prises par jour pendant 10 jours, soit une C3G à longue durée d'action, en une injection IM à 50 mg/kg jour pendant 3 jours, surtout si des troubles digestifs perturbent la prise orale. En cas d'hémophilus influencé résistant, on peut utiliser des C3G orales ou injectables. Depuis ces dernières années, les hospitalisations pour otite moyenne aiguë résistante au traitement sont devenues exceptionnelles.